Alors, les thèmes du jour. Alors, on va commencer cette fois avec des infos diverses. Alors, tout d'abord, Aline Aubert vous donnera quelques informations au niveau de la protection sociale complémentaire proposée par le CDG 88. Brigitte Valdener fera un point sur l'adhésion au BIP, donc la banque d'information statutaire pour la gestion du personnel des collectivités territoriales. Anaïs Ayot ensuite interviendra pour le rappel du calendrier du rapport social unique et aussi l'arrivée d'Aurélie Vitry comme conseillère en évolution professionnelle. Ensuite, on passera aux actualités Covid qui seront menées donc par Émilie Carme, Céline Keller et Brigitte Valdener. Les accords collectifs par Brigitte Valdener et Émilie Carme. Et enfin, l'accord cadre du télétravail par Brigitte Valdener. Voilà, donc un programme bien chargé qu'on va essayer de faire tenir en 1 heure, top chrono. Donc pour les questions, alors je vous rappelle que je vous invite durant toute la réunion à utiliser le module de discussion de LifeSize. Donc ce sont les petites bulles de conversation que vous avez utilisées là pour dire bonjour qui se trouvent sur la droite. Je m'occuperai donc de poser ces questions à mes collègues à la fin de chaque intervention. Voilà, pour pas les gêner pendant l'atelier. Nous vous précisons juste que les questions d'ordre personnel ne pourront pas être traitées durant la réunion. Donc, quand je dis d'ordre personnel, ce sont principalement les cas particuliers que vous pourrez éventuellement rencontrer avec vos agents. Alors, je vous invite à les poser. Néanmoins, mes collègues se laisseront le temps de les étudier et reviendront vers vous ultérieurement avec une réponse adéquate. Voilà. Alors pour les questions d'ordre général, bien sûr, sur les sujets du jour proposés, je les poserai avec plaisir en direct à mes collègues. Alors vos micros sont coupés, juste sont ouverts ceux des participants, c'est normal, donc c'est pour éviter les bruits parasites pendant la réunion. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite donc une bonne réunion. 1 heure pour tout savoir. On est vraiment heureux de vous voir donc si nombreux. On est 54 là actuellement pour cette réunion de reprise, 55 même. Alors on va tout de suite commencer la réunion avec les infos diverses. Donc je laisse donc la parole à Aline Aubert du service protection sociale complémentaire du CDG. À toi Aline. Merci Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, ça va être très bref. Ça va être quelques rappels au niveau des agents adhérents au contrat mutuelle santé ou prévoyance maintien de salaire qui souhaitent faire des modifications d'options ou de changement de garantie pour le contrat mutuelle santé. Bien leur rappeler qu'ils doivent envoyer leur demande avant le 31 octobre pour une prise d'effet au 1er janvier 2022. Et en sachant que vous avez les bulletins de modification qui sont disponibles sur notre site CDG+. Et si vous avez la moindre question ou que vos agents ont la moindre question, n'hésitez pas à nous appeler directement. Vous pouvez même laisser nos coordonnées directes à vos agents. Ils peuvent nous appeler sans problème ou nous envoyer des mails. En parlant donc toujours du 31 octobre, là je vais parler des agents qui souhaiteraient rejoindre notre contrat groupe ou nos contrats groupes et qui sont actuellement adhérents avec un autre assureur. Ils doivent également envoyer leur demande de résiliation auprès de leur assureur actuel avant le 31 octobre. Voilà, pour une prise d'effet également au 1er janvier 2022. Vous retrouverez également des modèles de courrier de résiliation sur notre site. Voilà. Quant aux collectivités qui souhaiteraient nous rejoindre, vous pouvez le faire à tout moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 1er janvier 2022 pour le faire. Voilà, c'est à tout moment dans l'année. Pareil, tous les documents d'adhésion sont disponibles sur notre site. Et je vous invite à nous appeler. C'est plus agréable voilà, de parler de vive voix si vous avez la moindre question. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci Aline. Donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Si c'est tout bon pour ce sujet, eh bien on va continuer avec les petites infos diverses. Donc au début, ça va un petit peu dropper. On a plein de petites informations comme ça à vous donner pour commencer. Je laisse donc la parole à Brigitte, donc Valdener, qui vous fait un point sur l'adhésion au BIP. Bonjour à toutes et à tous. Donc un petit point oui, sur le BIP. Donc le CDG 88 a conventionné avec le CIJ Petite Couronne. Donc pour vous proposer l'accès gratuit à la banque d'information statutaire pour la gestion du personnel des collectivités territoriales, donc dit le BIP.
Voilà. Donc, le centre de gestion l'utilise déjà depuis plusieurs années, mais sa volonté, c'était aussi d'en faire profiter l'ensemble des collectivités qui lui sont affiliées. Voilà, donc vous avez déjà une petite information à ce sujet il y a une quinzaine de jours. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, comment dire, de profiter de cet accès en remplissant un formulaire qu'on va voir un peu plus loin. Donc, je rappelle un petit peu l'intérêt de pouvoir profiter de cette banque de données. Donc, l'espace donne accès à une base de texte de référence de la fonction publique, donc qui est très, très large, un journal des actualités documentaires et puis beaucoup de fiches pratiques, des fiches valeurs d'indices ou des taux, etc., relatifs aux éléments de rémunération. Donc, c'est très varié. Et ça accompagnera bien sûr la gestion de vos ressources humaines. Donc, si vous souhaitez accéder, chaque utilisateur disposera exclusivement d'un compte d'accès individuel permettant une authentification de chacun des utilisateurs dans le respect donc, du RGPD. Donc, le centre de gestion a la responsabilité de désigner pour chaque collectivité un référent. Donc, votre collectivité devra désigner un référent administrateur qui sera chargé donc de gérer les comptes d'accès individuels des agents. Donc, nous avons en charge, nous, donc, au niveau du CDG 88, la gestion de tous ces comptes, des comptes de tous ces référents. Voilà. Alors, pour ce faire, donc, je ne sais pas si on peut faire défiler, Émilie, en partageant l'écran. Vous allez voir le type de formulaire que vous êtes amené à compléter. Donc, on vous demande le nom d'un référent, sa fonction, voilà. Alors, Cyrielle, juste, est-ce que tu peux me dire si… C'est bon, c'est parfait, on voit bien. Voilà, si tout le monde le voit. Voilà, donc c'est sur le site CDG 88, c'est dans les actualités, c'est ça, Brigitte? Donc, si Oui. vous pouvez même sur la barre de recherche chercher BIP, je pense que ça se mettra tout seul. Voilà, c'est dans les actualités en page 1. Voilà. Donc, bien sûr, les caractéristiques de la collectivité et puis, bien sûr, le nom du référent administrateur qui est l'élément obligatoire que vous devez compléter. Bien sûr, un numéro de téléphone et bien sûr, l'adresse de messagerie du référent qui est indispensable. Voilà. Donc, n'hésitez pas à profiter de cet accès. Quelquefois, on est un petit peu perdu en découvrant l'espace du BIP, mais très vite, je veux dire, on s'y habitue et on y trouve beaucoup de réponses, je pense, aux questions récurrentes que vous avez en matière de RH. Voilà. Ok, très bien. Alors pour répondre à Madame François, le BIP, non, en fait, ce n'est pas le portail d'application du centre de gestion des Vosges, ça a été développé par le CIG Petite Couronne ou Grande, c'est ça? Petite Couronne. Ouais. Voilà, donc c'est une banque en fait auquel nous avons accès, en fait, nous donnons l'accès aux collectivités. Voilà. Le portail d'application, c'est quelque chose que nous développons nous-mêmes et c'est autre chose. Vous savez, le portail d'application, c'est là où se trouve pour le moment le livret d'accueil sécurité. Voilà. On va continuer. Je laisse la parole à Anaïs Ayot, donc, qui a donc plusieurs informations donc, à vous faire parvenir, notamment avec donc, le calendrier du rapport social unique 2020. Tout à fait. Bonjour à tous. Certaines et certains d'entre vous ont commencé à nous transmettre leur rapport social unique donc pour l'année 2020. Pardon. Je vous en remercie. Nous vous en remercions. Donc, ce rapport social unique, pour mémoire, vient remplacer le REC, le rapport sur l'état de la collectivité, autrement appelé bilan social. C'est en fait une enquête portant sur vos effectifs de manière assez fine, qui est chaque année désormais présentée au comité technique, qui donne un peu une photographie à l'instant T de l'état de vos RH. Et qui est également versée à un puits de données national pour les études statistiques nationales qui sont ensuite exploitées. Donc, c'est doublement intéressant. Au niveau du calendrier de remise de ce rapport, donc, on avait une date du 30 septembre qui était demandée par la DGCL. Vu que cette année, on est sur une mise en place de cette saisie annuelle
et que on sait aussi ce qu'est une rentrée pour une secrétaire de mairie, nous avons demandé donc au comité technique du centre de gestion de repousser la date. Donc le comité technique a donné son accord, donc ce n'est pas le 30 septembre, la date limite de saisie pour les collectivités qui ont leur CT adhérent au CT du centre de gestion, mais ce sera le 29 octobre, c'est-à-dire date limite de remise de votre enquête et nous des validations, et je suis désolée pour celles et ceux qui nous ont remis, on est un petit peu en retard. En tout cas, la date limite pour nous le remettre, ce sera le 29 octobre, puisque nous remettrons tous les éléments de l'enquête aux membres du CT 2 semaines avant la date du CT. C'est une obligation, donc c'est aussi une info à avoir en tête pour celles et ceux qui ont leur propre CT. Il faut transmettre aux membres du comité technique le dossier au plus tard 15 jours avant la tenue de ce comité technique. Donc nous, ce sera le 4 novembre. Et donc, le rapport sera présenté en comité technique le 18 novembre. Donc, si d'ici là, vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez nous contacter soit par mail sur bilansocialtoutattaché@cdg88.fr, soit directement via l'application, soit par téléphone à l'agence Compétences et Territoires. Donc, on est tous compétents à l'agence pour vous donner des renseignements de premier niveau. N'hésitez pas à nous appeler, on pourra vous aider. Surtout, ne restez pas seul avec vos questions, ça va bien se passer. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que on reviendra bien plus en détail là-dessus dans les prochaines semaines. Mais Aurélie Vitry, que vous avez connue jusqu'à présent comme secrétaire des instances médicales, a rejoint l'équipe de Compétences et Territoires pour y développer un nouveau service, le service de mobilité. Elle-même a été formée au conseil en évolution professionnelle, donc c'est elle qui va accompagner les agents qui sont dans des projets de mobilité, que ce soit des projets contraints, comme par exemple une PPR, ou des projets de mobilité choisis. Donc, elle va à la fois faire de l'accompagnement individuel et donc proposer des bilans professionnels, mais à terme, elle sera en mesure aussi de proposer des ateliers collectifs d'aide à la mobilité sur des CV, préparation d'entretien, à destination des agents, mais aussi, pourquoi pas, à destination des employeurs. Voilà, on reviendra bien plus en détail là-dessus lors de la prochaine visio. Merci Anaïs. S'il y a n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à la poser, et donc dans le chat. On continue. Donc, on va passer à présent aux informations un petit peu plus longues. Donc, l'actualité Covid-19. Donc, je laisse la parole pour ça à Émilie Carme et Brigitte Valdener. Et puis, Céline Keller viendra en appui sur certaines questions. Ok, donc bonjour à tous, Émilie Carme du service carrière et instances paritaires. Donc je vais vous évoquer les actualités Covid, les fameuses. Donc pour que ce soit un peu plus, je ne sais pas si vous me comprenez comme il faut avec le masque, donc je vais partager mon propos. Donc Cyrielle, tu me dis quand c'est tout bon pour toi. Je crois que c'est ça. Si ça veut bien. Cyrielle ? C'est parfait. Ok. Donc alors vous n'êtes pas sans savoir que pour prévenir une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, donc pendant la période estivale, mais aussi avec la reprise de l'activité liée à la rentrée, on a eu une loi du 5 août 2021 et son décret d'application, donc du 7 août 2021, qui ont prévu plusieurs mesures. Alors il y a déjà la prorogation jusqu'au 15 novembre 2021 du régime de gestion de la sortie de la crise sanitaire, donc défini par la loi du 31 mai. Il y a l'extension du champ d'application du pass sanitaire aux personnels qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements exigeant le pass sanitaire pour le public. Et aussi la création d'une obligation de vaccination pour certains professionnels des secteurs sanitaires et médico-social. Il y a également la consécration dans la loi de la fameuse ASA pour motif vaccinal, on en parlera tout à la fin. Et il y a la prolongation de la suspension du jour de carence pour les congés de maladie directement liés à la Covid-19. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site CDG88. Vous allez dans le petit onglet rouge,
Covid-19. Ensuite, vous cliquez sur gestion des personnels et là, vous aurez un tableau de position des agents qui a été mis à jour le 13 septembre dernier, mais aussi toutes les facs DGCL, DGAFP et autres, si vous avez des situations bien particulières. Donc, je vous propose de commencer par la création d'une obligation vaccinale. Donc, on avait déjà envoyé, je crois, une petite newsletter à ce sujet. Donc, alors, au niveau du champ de l'obligation vaccinale, donc les catégories de personnes concernées par l'obligation vaccinale sont définies selon leurs activités ou le lieu d'exercice de celles-ci. On a une première catégorie, c'est les professionnels de santé. Donc, sont visées toutes les professions de santé mentionnées par la 4e partie du Code de la santé publique, donc soit les professions médicales, les professions de la pharmacie, ainsi que les professions paramédicales et les auxiliaires médicaux. À ces professions de santé s'ajoutent les métiers de psychologue, ostéopathe, chiropracteur et psychothérapeute. Donc, compte tenu du renvoi aux professions de santé définies par le Code de la santé publique, au nombre desquelles figurent notamment celles des auxiliaires de puériculture, une lecture stricte de la loi a pour effet de rendre applicable l'obligation vaccinale, indépendamment du lieu d'exercice de leur activité, aux membres donc, de la plupart des cadres d'emploi des secteurs médico-social et médico-techniques, de la filière sociale, ainsi qu'aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions. Donc la fac de la DGCL, qui est disponible sur le site, modifiée sur ce point à 2 reprises, précise, à propos du champ d'application de l'obligation vaccinale, que les professionnels de crèche, puisqu'il y avait eu un certain débat sur les crèches, d'établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d'établissements et services de protection de l'enfance ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale. Donc, dans la version actualisée au 25 août 2021 du protocole des modes d'accueil des jeunes enfants, la DGCS a précisé sa position en ces termes. Donc, les professionnels des modes d'accueil du jeune enfant et des établissements et services de soutien à la parentalité, même lorsqu'ils sont professionnels de santé, ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, donc dès lors qu'ils ne réalisent pas d'actes de soins médicaux ou paramédicaux dans le cadre de leur exercice professionnel habituel. Donc là, bon, c'était pas non plus très clair, donc il y a eu quelques exemples. Donc en règle générale, les professionnels de santé exerçant en mode d'accueil ne sont pas couverts par l'obligation vaccinale puisqu'ils pratiquent des soins pouvant être considérés comme des actes de la vie courante. Donc par exemple, il y a les changements de couches pour les crèches, nettoyage de nez ou autres fluides corporels, administration de médicaments pour lesquels le médecin prescripteur n'a pas expressément demandé l'intervention d'un auxiliaire médical. Donc, c'est tous les actes de soins courants. Donc là, on n'est pas soumis à l'obligation vaccinale. Donc, seulement de rares professionnels de santé sont directement couverts par l'obligation vaccinale, à savoir ceux qui pratiquent des actes médicaux ou paramédicaux tels que l'administration de soins ou médicaments pour lesquels, justement, il faut que le médecin prescripteur a expressément demandé l'intervention d'un auxiliaire médical. Donc, depuis cette petite clarification pour les professionnels des crèches, le même critère fondé sur la réalisation ou non d'actes de soins médicaux a été adopté à propos des professionnels de santé des services de la PMI, mais aussi des médecins des maisons départementales des personnes handicapées MDPH. Donc, cette première catégorie de professionnels de santé englobe également les personnes travaillant dans les mêmes locaux, entendus comme les espaces dédiés, les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité professionnelle de santé, ainsi que ceux où sont assurés en leur présence régulière les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. Donc, tout ça pour dire que dans cette première catégorie sont soumis aussi à l'obligation vaccinale tous ceux qui exercent dans les mêmes locaux, mais attention, il faut que ça soit des espaces dédiés à titre principal et en leur présence régulière. Voilà pour cette première catégorie. La deuxième catégorie de personnes soumises à l'obligation vaccinale, ce sont les personnes exerçant dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux. Donc, cette catégorie soumet à l'obligation vaccinale les personnes exerçant leurs activités au sein des établissements de santé, de certains établissements et services médico-sociaux de différentes structures de santé. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, peuvent être identifiés comme étant dans le champ de l'application de l'obligation vaccinale les agents territoriaux, fonctionnaires ou contractuels exerçant dans les établissements suivants.
Donc là, vous aurez sur le site toute la liste, hein, mais on peut en citer quelques-uns. On peut citer en exemple les EHPAD, le SIAD, donc c'est service de soins à domicile pour les personnes âgées, les résidences autonomie. Voilà. Il y a aussi les maisons d'accueil spécialisées, les services de soins infirmiers à domicile, certains centres de soins, d'accompagnement, de prévention en addictologie, les centres de santé, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive. Donc voilà, vous pourrez retrouver toute la liste qui sera mise à votre disposition. Attention, les CCAS, par contre, ne sont pas visés en tant que tels. Leurs personnels seront concernés par l'obligation vaccinale si le CCAS qui les emploie gère un établissement, un service social ou médico-social comme énoncé, par exemple une résidence autonomie pour les personnes âgées. Mais autrement, les personnels des CCAS n'est pas soumis à l'obligation vaccinale. Il y a enfin la troisième catégorie, donc ça c'est un peu plus résiduel, ça ne nous concerne peut-être pas trop, c'est les sapeurs-pompiers et des services d'incendie et de secours, donc le SDIS. Alors, on va voir maintenant des exceptions à cette obligation vaccinale. Donc, l'obligation de vaccination ne concerne pas trois catégories de personnes. Il y a les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination. Voilà. Les personnes rétablies à la suite d'une contamination par la Covid-19, donc tout ça avec des durées de validité hein, et des certificats, bien évidemment. Et les personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein de locaux où exercent les personnes soumises à l'obligation vaccinale. Voilà, si vous avez des questions sur l'exécution d'une tâche ponctuelle, on a eu quelques réponses dans les facs, donc n'hésitez pas à nous la poser en chat, on y répondra un peu après. Au niveau de la justification de l'obligation vaccinale, donc les documents permettant d'établir la satisfaction de l'obligation vaccinale sont les suivants. Donc, trois possibilités, un certificat de statut vaccinal complet. Il y a aussi un certificat de rétablissement à une contamination en cours de validité, pour ceux qui ont déjà été confrontés à la Covid-19, qui l'ont déjà eu, et un certificat de contre-indication médicale. Donc celui-là, il est établi par le médecin à la vaccination. Donc, à l'échéance de validité d'un de ces deux derniers certificats, donc de rétablissement et de contre-indication médicale à la vaccination, les personnes concernées devront présenter un certificat de statut vaccinal complet, bien évidemment. Au niveau de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, donc l'obligation vaccinale a été applicable dès le lendemain de la publication de la loi, soit au 7 août 2021. Les personnes concernées doivent présenter un justificatif du schéma vaccinal complet, donc un certificat de rétablissement ou de contre-indication médicale. Toutefois, donc par dérogation, les personnes qui ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents pourront poursuivre leur activité à compter du 7 août à la condition de présenter, donc là pour la période révolue, c'est fini, du 7 août au 14 septembre, un justificatif d'administration des doses vaccinales ou un test PCR, négatif d'au plus de 72 heures. Donc vous savez, c'est soit test PCR, soit antigénique, soit autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé. Donc pour cette première période, elle est révolue. Donc, à partir du 15 septembre, donc hier et jusqu'au 15 octobre 2021, il va falloir présenter donc ce même justificatif d'administration des doses vaccinales ou un test PCR, mais cette fois, il faut justifier d'une première dose de vaccin. Donc, à compter d'hier, il faut être au moins primo vacciné ou justifié d'une première dose. Voilà. À compter du 16 octobre 2021, par contre, donc là, la présentation du justificatif du schéma vaccinal complet, il va falloir présenter un schéma vaccinal complet ou à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'obligation vaccinale. Donc je ne sais pas s'il y a déjà des questions, parce qu'on ne voit plus rien, Cyrielle. Alors, on nous demande si le 15 novembre, ce serait la date de fin d'urgence sanitaire. Alors, je ne suis pas encore, j'ai pas encore. On va en parler un petit peu plus tard, donc je reviendrai à la fin pour les questions. Donc la réponse elle viendra un petit peu plus Voilà, tard. la réponse va venir. Alors, justement, on passe. Alors cette fois, on a parlé de l'obligation vaccinale, là on va parler de l'application du pass sanitaire aux agents. Donc, on a une extension du pass sanitaire qui porte à la fois donc, sur la durée d'application du dispositif. Donc, cette fois, ça a été prolongé jusqu'au 15 novembre 2021. Donc, cette fameuse date du 15 novembre, ça ne renvoie pas à l'obligation vaccinale le 15 novembre, mais au pass sanitaire. Voilà. Et on a une extension aussi sur les personnes soumises au dispositif.
Donc, pareil, vous allez voir, il y a plusieurs établissements et services qui sont concernés dans la fonction publique territoriale par ce pass sanitaire, pardon. Donc, il y aura, je peux en citer quelques-uns, mais vous aurez tous les établissements à disposition dans ma note. Donc, il y a par exemple les bibliothèques, les musées, les cinémas et théâtres, les établissements sportifs couverts et de plein air, les services et établissements médico-sociaux. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec les compétitions et manifestations sportives, les foires, les salons professionnels. Donc là, vous pouvez aller voir, il y a aussi des exemples et puis des exceptions dans chaque catégorie que je viens de citer. Hein, ça sera disponible sur la note. Il y a aussi les autres événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs. Voilà. Susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès à des personnes. Oui. Donc ça, vous retrouverez l'ensemble de tous les établissements qui sont énumérés dans la note. En revanche, ne sont pas dans le champ du pass sanitaire. Alors, tout ce qui relève des administrations, donc c'est-à-dire l'accès à un service administratif recevant du public, donc mairie, hein, on peut le dire, voilà, par exemple, les établissements d'enseignement artistique, sauf justement lorsqu'ils organisent des événements publics ouverts à des spectateurs extérieurs, donc ça c'est sûr, les MDPH, les restaurants administratifs et collectifs, donc pas soumis au pass sanitaire, les parcs et jardins, les marchés, les écoles, collèges, lycées, et les écoles et établissements assurant la formation professionnelle. Donc, ceux-là ne sont pas soumis au pass sanitaire. Donc, en ce qui concerne les agents territoriaux qui sont soumis au pass sanitaire, donc la présentation du pass s'impose aux agents, quel que soit leur statut, donc fonctionnaires, contractuels, qui exercent leurs fonctions dans l'un des établissements cités et services énumérés ci-dessus. Donc, sauf dans les cas suivants, là aussi encore, il y a des exceptions pour ne pas simplifier les choses. Donc, lorsque l'activité professionnelle de ces agents est exercée en dehors des espaces et des heures d'ouverture au public. En exemple, on peut citer le cas d'un agent qui interviendrait dans un cinéma, donc lieu soumis au pass sanitaire. Si cet agent, par exemple, est un agent d'entretien et qu'il effectue ses heures de ménage en dehors des heures d'ouverture du cinéma et d'accueil du public, donc là, il n'est pas soumis au pass sanitaire. C'est un exemple. Il y en aura d'autres dans les facs. Alors, en ce qui concerne les justificatifs requis donc pour ce fameux pass sanitaire, l'agent doit présenter l'un des justificatifs suivants, donc attestation de statut vaccinal complet ou résultat négatif d'un test de moins de 72 heures ou test attestant du rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois. Au niveau de l'entrée en vigueur, donc c'est cette fameuse date jusqu'au 15 novembre 2021, donc l'obligation de présentation du pass sanitaire sur le lieu de travail s'applique depuis le 30 août normalement 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 sous réserve qu'on ne prolonge pas justement l'application et l'obligation de ce pass sanitaire. Mais pour l'instant, une disposition réglementaire. Voilà, il y aura une disposition réglementaire, on communiquera, mais pour l'instant, cette obligation de passe sanitaire s'applique jusqu'au 15 novembre prochain. Attention aussi pour les agents de moins de 18 ans, apprentis notamment, l'obligation entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2021. Voilà pour le pass sanitaire, on passera aux questions peut-être après. Il existe aussi des règles communes donc à l'obligation vaccinale et à ce pass sanitaire, notamment en termes de présentation des justificatifs. Donc, les documents permettant d'établir la satisfaction de l'obligation vaccinale ou du pass sanitaire sont présentés à l'employeur, donc sous format papier. Donc ça, c'est le petit papier qu'on obtient quand on se fait vacciner. Ou alors en version numérique enregistrée sur l'application mobile Tous Anti-Covid qu'on commence à connaître depuis le temps. Et donc, à propos de l'obligation vaccinale, la loi prévoit que si l'agent le souhaite, la transmission du certificat de rétablissement ou de contre-indication médicale peut passer par le médecin du travail. Voilà, qui informe ensuite l'employeur. Donc ça, c'est une possibilité aussi également. Donc, au niveau de la responsabilité et du contrôle de l'employeur. Donc, je précise qu'il incombe à l'employeur de contrôler le respect de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire au moyen des justificatifs présentés par les agents concernés. Donc, à cette fin, l'employeur doit habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs. Il doit également tenir un registre détaillant ces personnes et services ainsi habilités à la date de leur habilitation et ainsi que les jours et horaires de leur contrôle.
Donc, concernant ces habilitations, on a mis en place un modèle de délégation qui est disponible sur le site CDG 88 dans une note qu'on a déjà fait parvenir il y a un petit peu de temps. Je crois que c'est sur la page, c'est l'article du 13 août dernier. Donc là, on a mis des modèles de délégation. Donc, par dérogation, l'agent public, à son initiative uniquement, peut présenter un schéma vaccinal complet. Donc, pour éviter les contrôles toutes les 72 heures, si l'agent le souhaite, il peut présenter son schéma vaccinal complet à son employeur, qui comme ça évitera toutes les 72 heures de représenter se mettre au contrôle. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Donc, nous allons maintenant évoquer les conséquences de la non-présentation, justement, de ces justificatifs de vaccination ou de passe sanitaire. Donc, lorsqu'une personne soumise à l'obligation vaccinale ou au passe sanitaire ne présente pas l'un des justificatifs requis, elle ne remplit pas de ce fait donc les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Donc, s'il s'agit d'un agent relevant de l'obligation vaccinale, l'employeur doit informer celui-ci sans délai, donc des conséquences qui fait peser cette interdiction d'exercer sur la relation de travail et des moyens lui permettant de régulariser sa situation. Donc, l'agent public soumis à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congé annuels. C'est une solution transitoire, ça ne peut pas durer dans la longévité, vous pouvez en convenir. Donc, au terme des jours de congé mobilisés ou à défaut de mobilisation des jours de congé, l'employeur a l'obligation de suspendre l'agent de ses fonctions, donc pour les fonctionnaires, ou de prononcer la suspension de son contrat de travail pour les agents contractuels. Donc ça, c'est pareil, il y a un modèle d'arrêté de suspension qui est disponible dans la note réalisée par le CDG 88 sur notre site toujours. Donc, l'obligation de prononcer la suspension des fonctions du contrat de travail en l'absence de présentation des justificatifs est une disposition d'ordre public. On ne peut pas y déroger. On est obligé de mettre en place cet arrêté de suspension. Lorsque la suspension pour non-présentation du pass sanitaire se prolonge au-delà d'une période de 3 jours travaillés, l'employeur doit convoquer l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à l'obligation du pass sanitaire. Donc, la suspension des fonctions du contrat de travail a les effets suivants, donc interdiction d'exercer l'activité et interruption du versement de l'ensemble des éléments de la rémunération. La loi du 5 août 2021 précise, mais uniquement à propos cette fois de la suspension consécutive au non-respect de l'obligation vaccinale, donc que pour l'obligation vaccinale, les effets suivants. Donc, absence d'assimilation de la durée de la suspension à une période de travail effectif, donc notamment pour le calcul des congés annuels et l'acquisition des droits liés à l'ancienneté, maintien de la protection sociale complémentaire et fin de contrat à durée déterminée au terme normal si celui-ci intervient au cours de la période de suspension. Donc ça, c'est uniquement pour l'obligation vaccinale. Donc attention aussi, la suspension prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Donc de plus, lorsque l'employeur constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité pour cause de non-respect de son obligation vaccinale depuis plus de 30 jours, donc il en informe, le cas échéant, le Conseil national de l'ordre dont il relève. Donc ça, c'est pour les professionnels de santé. Donc un petit mot maintenant sur les conséquences de ces dispositions en termes de dialogue social. Donc ça, je peux peut-être passer un petit peu rapidement puisque je ne sais pas s'il est déjà 15h05. Donc je vais plutôt vous parler de l'autorisation d'absence pour motif vaccinal. Donc maintenant est consacré par la loi le principe d'une ASA de droit lorsque l'agent public se rend aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Donc, une ASA peut également être accordée à l'agent public, aux salariés et aux stagiaires qui accompagnent le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Ces absences n'ont pas d'effet sur la rémunération et compte tenu de leur assimilation à une période de travail effectif sur la durée des congés et les autres droits liés à l'ancienneté. Donc ça, c'est pour l'ASA pour motif vaccinal. Sinon, un petit mot aussi concernant le jour de carence. Donc, la suspension du jour de carence pour les congés de maladie directement liés à la Covid-19 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 à la place du 30 septembre initialement prévu 2021.
Voilà pour les ASA, pour le jour de carence. Et je vais finir vite sur les nouveautés concernant les agents vulnérables. Donc, tout récemment, un décret du 8 septembre 2021 et une note de la DGCL détaillent des nouvelles modalités s'agissant des territoriaux à risque et susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19, donc appelés plus communément agents vulnérables. Donc, ces nouvelles consignes sont applicables à compter du 27 septembre, donc très prochainement, 2021. Donc maintenant, on distingue désormais deux catégories d'agents vulnérables. Donc on a les sévèrement immunodéprimés ou non sévèrement immunodéprimés avec une liste des pathologies réactualisée. Donc je ne vais pas vous énumérer toutes les pathologies, mais voilà, on a une distinction entre sévèrement immunodéprimés et non sévèrement. Donc on peut citer par exemple dans les sévèrement, voilà, c'est vraiment des cas graves avec transplantation d'organes, chimiothérapie, dialysée chronique. Enfin, voilà, vous aurez toute la liste. Et pour les non sévèrement immunodéprimés, on a les plus de 65 ans, les pathologies cardiovasculaires, les diabètes non équilibrés, pathologies respiratoires, insuffisance rénale, obésité, cancer évolutif. Donc toute la liste sera présente sur le site, bien évidemment. Vous pourrez aller la consulter. Donc la prise en charge des agents vulnérables se fait maintenant après demande de ces derniers et sur présentation d'un certificat médical. Donc s'agissant de la première catégorie d'agents, les sévèrement immunodéprimés, la DGCL préconise un placement en ASA si le télétravail n'est pas possible. Donc ça, c'est pour la première catégorie. Et pour ceux appartenant à la seconde catégorie, donc les non sévèrement immunodéprimés, le certificat du médecin doit également attester que l'agent se trouve exposé à de fortes densités virales dans le cadre de ses missions. Donc pour ces agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés, ils peuvent regagner leur poste de travail dans la collectivité sous réserve que l'employeur détermine les aménagements de poste nécessaires. Donc par exemple, isolement du poste de travail avec bureau individuel ou à défaut aménagement qui limite au maximum le risque d'exposition. Donc cela correspond aux mesures qu'on avait déjà vues de protection renforcée, vous savez, suite à la note de la DGCL de novembre 2020. Donc pour ces agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés, si le travail n'est pas possible et s'il est impossible pour la collectivité de mettre en œuvre les mesures de protection renforcée sur le poste de travail de l'agent, seulement à ce moment, l'agent doit être placé en ASA. Et en cas de litige, donc, l'employeur doit placer l'agent en ASA dans l'attente de l'avis du médecin de prévention. Voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est l'actualité Covid. Donc, allez-y. Donc, on est à votre disposition pour répondre aux questions générales. Ouais. Cyrielle ? Ah oui, alors vous avez un super conseiller statutaire et juridique qui a déjà répondu à presque toutes les questions, ou même à toutes les questions déjà sur le chat. Bravo Venom, tu m'as laissé tout dire, mais au moins, bon, je vois un petit coup d'eau, mais tu interviens dans l'ombre, c'est bien. Voilà, c'est top. Donc s'il y a toujours des questions, même si on passe à un sujet suivant, hein, s'il y a des questions qui vous viennent un petit peu sur le fil, même des questions de sujets passés, vous n'hésitez pas, hein, on comprend, faut le temps un petit peu d'assimiler les infos. Hein. Par contre, si vous êtes OK, on peut continuer. Céline, tu aurais une petite information ou c'est tout bon? Non, c'est tout bon pour moi. Okay, j'avais juste une question en réponse à Venanzio sur la piscine. Si l'accès à la salle de formation se fait par un accès extérieur sans passer par les locaux ou fréquentés par le public, avec une petite porte à l'arrière sans croiser des gens, est-ce qu'on peut se dispenser du pass sanitaire? Voilà. Alors dans ce cas-là, on va peut-être considérer qu'il ne s'agit justement pas d'une piscine, mais d'une salle de formation directement à l'accès exclusif des agents, hein, dans ce cas-là. Parce que c'est sûr que si on fait intervenir du public et que la formation en question, c'est une formation liée à la natation ou à la pratique de la natation, ça va être autre chose. Là, on va vraiment considérer qu'on est dans la piscine et qu'on sera soumis au pass sanitaire. Par contre, effectivement, s'il y a une petite salle dérobée dans la piscine qui permet d'arriver à une salle complètement à l'écart du public, on pourra considérer qu'il s'agit d'une salle effectivement de formation ou communale, auquel cas, si seuls sont les agents qui s'y rendent, en tout cas, on pourra considérer effectivement qu'ils ne seront pas soumis au pass sanitaire.
Madame François voudrait juste une confirmation que l'ASA n'est pas remboursée par les assurances. Au niveau de l'assurance statutaire, il n'y a pas de remboursement puisque l'ASA n'est pas un congé pour raison de santé, c'est une autorisation spéciale d'absence. Donc, il n'y a pas d'indemnisation par l'assurance statutaire. Merci Daniel. Cyrielle, est-ce que je peux juste intervenir sur une question dans le chat? Oui, mais rapide, hein, parce qu'il est déjà... Ouais. Alors, je ne sais pas qui est Corinne, mais qui demandait si l'agent est en arrêt maladie pour un motif autre que le Covid. Pour un motif autre que le Covid, le jour de carence, il s'applique, hein, contrairement à ce qui a été répondu. Mais enfin, il y a vraiment le jour de carence, il saute juste pour les arrêts maladie liés à la Covid-19. C'est bien ce que Venenzio avait écrit, oui. Non, D'accord. je sais pas, on n'a pas compris ça. Pardon, je me suis mal exprimé. Je voulais bien dire que le jour de carence s'applique donc pour un congé maladie. Donc il y a bien un jour de carence dans le cas où le CMO n'est pas en lien avec le Covid. Voilà. On ne prend pas forcément comme ça. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est éclairci. On voulait rectifier. Bon, si c'est tout bon, si vous êtes d'accord, on peut continuer. C'est bon, le coup d'eau est pris, on peut y aller. À présent, sur les accords collectifs. Donc, vous pouvez y aller. Ah, par contre, je ne vous entends plus. C'est moi, les autres, s'ils peuvent confirmer. Alors, je crois que le micro est désactivé pour Brigitte et Émilie. Alors, il faut peut-être le réactiver pour... Voilà. Et voilà, mauvaise manip. Voilà, c'est bon. C'est tout bon. Alors là, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui? C'est parfait, oui. Ok. Alors, en ce qui concerne donc les négociations et accords collectifs, donc une ordonnance de février 2021, un décret de juillet 2021, donc relatif à ces thématiques, donc sont parus. Donc, ils ont pour objectif de favoriser la conclusion d'accords négociés dans l'ensemble de la fonction publique. Donc, ça veut dire les 3 versants de la fonction publique, hein, fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Donc, ils ont pour objectif de promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité. Donc, ces textes vont ouvrir la voie à une évolution juridique assez importante en donnant à l'accord négocié dans le secteur public comme dans le secteur privé une portée normative. Donc, c'est quand même un bouleversement en ce qui nous concerne, nous fonctionnaires. Cette possibilité offerte aux collectivités, donc toute récente, et aucun exemple concret n'est encore à notre disposition. Donc, la transposition du texte sur des négociations concrètes par les collectivités est encore incertaine. Alors, une newsletter a déjà été envoyée en fin de semaine dernière sur le sujet. Donc, vous avez pu la parcourir. Et de plus, un espace est dédié donc sur notre site internet depuis ce matin. Donc, vous pourrez y retrouver toutes les informations que nous avons déjà transmises. Est-ce que vous voulez que je montre tout de suite? Éventuellement, oui, tout à fait. Voilà, donc vous y retrouverez bien sûr l'ordonnance de Cyrielle, on voit le site parce que je vois rien du tout. C'est tout bon? Cyrielle? Excusez-moi. Oui, on voit très bien, c'est parfait. Alors, c'est dans les carrières instances paritaires, le petit carré vert. Et là, menu à gauche, vous avez accord collectif. Et donc, voici la page. Voilà. Donc, vous y retrouverez l'ordonnance, enfin tous les textes qui sont sortis à ce sujet, notre note d'information, donc le PowerPoint, et puis le décret, voilà, et puis donc des petites informations diverses. Alors, ces textes, ils définissent les autorités compétentes pour assurer ces négociations. Donc, bien sûr, on va retrouver en premier lieu les organisations syndicales. Donc, ce seront celles qui disposeront d'au moins un siège, alors soit au sein du Conseil commun de la fonction publique ou au sein des conseils supérieurs propres à chaque fonction publique. Donc, pour la fonction publique territoriale, c'est le Conseil supérieur de la FPT, soit au sein des comités sociaux placés auprès d'autorités territoriales compétentes. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas encore de comités sociaux, puisque nous avons encore les comités techniques qui fonctionnent, mais à partir de 2023, donc les CST verront le jour. Voilà. Bien sûr, les autres acteurs de cette négociation, ce sera bien sûr l'autorité territoriale,
Donc, l'autorité territoriale compétente pour prendre les mesures réglementaires que peut contenir l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées, et aussi l'ensemble des autorités territoriales en cas de pluralité de compétences. Donc, l'application de l'accord, s'il y a accord, est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité. Alors, quels sont les domaines prévus par la négociation? Donc, il y en a 14 en tout. Donc, ma collègue vous fait défiler l'ensemble de ces domaines. Donc, on peut y retrouver, je ne vais pas tous les citer, mais les conditions d'organisation du travail, le temps de travail, le télétravail, la qualité de vie au travail, la mise en œuvre, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'insertion professionnelle, enfin voilà, l'apprentissage, la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, l'action sociale. Et vous voyez ici en rouge, vous avez trois domaines qui, je ne sais pas si on le voit. Non, c'est pas rouge. Désolée. Bon, voilà. Donc, je vais les citer. C'est le déroulement des carrières et la promotion professionnelle, l'intéressement collectif et les modalités de mise en œuvre des politiques indemnitaires et la protection sociale complémentaire. Donc, pour ces trois domaines-là, il faudra l'approbation des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Voilà. Donc, c'est une particularité. Et lorsque les négociations auront pour objet l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics, elles ne relèvent que des seules organisations syndicales représentatives au niveau national et des autorités nationales. Voilà. Donc, le télétravail, on va en parler juste après, avec l'indemnité forfaitaire dont le texte est paru très récemment. Ces textes ils fixent également les modalités entre les différents niveaux de négociation, les conditions de validité des accords pour lesquels, bien sûr, nous vous renvoyons à la note d'information qui a été transmise il y a une dizaine de jours. Alors, dans le prolongement de cette ordonnance, un accord cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique a été signé le 13 juillet 2021. Donc, cet accord, il vise à créer un socle commun aux trois versants de la fonction publique. C'est le premier à avoir été négocié en application de l'ordonnance. Donc, je vais dire, probablement d'autres accords cadres vont paraître d'ici la fin de l'année, voilà, début 2022. Donc, cet accord définit le télétravail, il en rappelle certains principes, le volontariat, l'alternance entre le travail sur site et le télétravail, réversibilité du télétravail, etc., etc. Donc, pour plus de détails, vous pouvez consulter le contenu de l'accord cadre, donc disponible sur notre site. Le décret du 26 août 2021, lui, crée une allocation forfaitaire de télétravail, donc qui avait été annoncée il y a quelques temps, donc dénommée aussi forfait télétravail, au bénéfice des agents publics. Donc, ça vient concrétiser cet accord cadre. Alors, en raison du principe de libre administration des collectivités locales, le décret subordonne la mise en place de ce forfait télétravail ou allocation forfaitaire à l'adoption d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité locale. Donc, il faudra délibérer pour pouvoir mettre en place ce forfait télétravail ou cette allocation forfaitaire. L'arrêté du 26 août 2021 donc, en fixe le détail, c'est-à-dire il fixe le montant du forfait, c'est-à-dire il est fixé à 2,50 € par journée de télétravail effectuée, avec une limite annuelle de 220 €. Donc, il sera versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par son autorité, l'autorité dont il dépend. Alors, suite à l'apparition de cet accord cadre, nous avons bien sûr eu multiples interrogations et nous avons saisi les services de la préfecture. Et voici les réponses qu'ils nous ont apportées tout récemment. Alors, la première de nos questions était: la mise en place de l'indemnité est-elle obligatoire pour les collectivités territoriales? Donc, celle-ci n'est pas obligatoire. Chaque collectivité devra se prononcer sur l'opportunité pour elle de mettre en place ce régime indemnitaire ou non pour ses agents. Une collectivité pourrait-elle proposer une indemnité supérieure ou inférieure? Donc, la réponse de la préfecture est celle-ci. Les collectivités ne seront pas tenues par le montant de l'indemnité fixé pour les agents publics des versants de l'État et hospitaliers. Elles seront libres dans la détermination du plafond, du montant journalier et même de la périodicité. Donc, ça sous-entendrait prévoir un montant inférieur ou supérieur.
Alors, selon d'autres sources non officielles que nous avons eues tout récemment également, pour certains, il y aurait impossibilité de proposer un montant différent de celui qui était fixé par le décret et l'arrêté. Voilà, donc c'est contradictoire. Donc à ce sujet, on attend aussi d'autres informations plus précises. Voilà. Donc c'est-à-dire, soit on adopte en l'état le décret avec les 2,50 € là, donc, que je viens de citer, et le butoir annuel de 220 €, ou on n'adopte pas du tout. Bon, ça c'est une version, une analyse que nous avons eue en deuxième partie. Une autre question qui avait été posée. Dans le cas où la collectivité ne peut pas proposer moins ni plus, quel pourrait alors être le sens de ces négociations? Réponse des services préfectoraux. La négociation en comité technique est obligatoire au préalable de la prise d'une délibération instituant cette indemnité pour les collectivités. Toujours selon d'autres sources, l'avis du comité technique ne serait pas requis dans le cadre de la mise en place de cette indemnité. L'avis du CT est obligatoirement consulté sur les questions relatives aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire. Et ce forfait de travail n'entrerait pas dans ce champ d'application. Donc là aussi, contradiction. Autre question et dernière question, la négociation est-elle obligatoire si par exemple une collectivité adhère totalement à l'accord cadre signé le 13 juillet? Réponse, la négociation pour l'employeur public est nécessaire et obligatoire. Elle porte surtout sur les modalités d'organisation du télétravail en déclinaison de l'accord cadre du 13 juillet. Alors, ce qu'il faut retenir des informations que je viens de vous donner, c'est que les employeurs publics, donc des 3 versants de la fonction publique, devront engager des négociations avant le 31 décembre 2021 en vue de la conclusion d'un accord relatif au télétravail qui déclinera cet accord au niveau local. Alors, là aussi, nous avons participé à une commission statut au niveau de l'Association nationale des directeurs de centres de gestion, donc il y a 2 jours. Et cette date, enfin ce butoir du 31 décembre 2021, laisse un petit peu perplexe nos collègues et il est acquis que ce butoir du 31 décembre sera difficile de le respecter parce qu'il nous reste déjà peu de temps avant la fin de l'année pour pouvoir, disons, entamer des négociations pour les collectivités, bien évidemment. Et voilà, donc cette date qui peut faire peur a priori. Voilà. Donc on attend aussi des informations complémentaires à ce sujet. En ce qui concerne donc la fonction publique territoriale, donc les négociations devront s'effectuer entre les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires à l'échelle du comité technique et les autorités administratives et territoriales compétentes. Alors, dans les collectivités qui ne disposent pas d'un comité technique à ce jour, le centre de gestion aura compétence pour négocier et conclure des accords collectifs. Alors, sous réserve d'une autorisation préalable de la collectivité concernée, de la détermination commune des conditions de déroulement de la négociation et des modalités de conclusion de l'accord, et de l'approbation de l'accord par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité. Alors, un petit rappel, les organisations syndicales qui sont compétentes pour conclure et signer ces accords avec le CDG sont celles qui disposeront d'au moins un siège au comité technique, donc du CDG auquel est rattachée la collectivité. Voilà. Donc, nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous exposer un petit peu plus en détail la procédure à suivre pour les collectivités. Voilà. Donc, ce sont disons une thématique tout à fait nouvelle pour nous et pour l'ensemble de la fonction publique. Donc, il va un petit peu révolutionner aussi la prise des décisions aussi et puis la mise en place de certaines dispositions. Voilà, dans beaucoup de domaines des ressources humaines. Voilà. Donc, voilà, le premier accord cadre, donc qui concerne le télétravail, sera certainement suivi par d'autres accords cadres dans d'autres domaines. Voilà. Donc, sur l'espace dédié sur le site internet, vous pourrez consulter voilà aussi les autres textes qui pourraient paraître d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette thématique. Sophie, ouais. Une question de Sophie, elle a été répondue par Venenzio.
Demander, quand le télétravail est déjà cadré par délibération de la collectivité, si une nouvelle négociation est nécessaire. Alors, de toute façon, je pense que la délibération initiale qui mettait en place le télétravail dans la collectivité ne mentionnait pas d'indemnité forfaitaire, ça n'existait pas avant. Donc, c'est seulement si vous souhaitez instaurer ce forfait de télétravail qu'il va falloir délibérer. Et là, comme évoqué juste avant, on ne sait pas si cette nouvelle délibération fera l'objet d'une consultation préalable du CT ou non. Alors, ça se discute, hein. On disait tout à l'heure, le CT, normalement, il donne son avis sur toutes les grandes orientations en matière de politique indemnitaire. Alors, est-ce que l'indemnité ou forfait télétravail en fait partie? On pourrait l'assimiler à une prime, donc quelle qu'elle soit, hein, ça reste quand même une indemnité. Bon, certes, c'est lié, bien sûr, à l'exercice du télétravail. Voilà, mais bon, voilà, c'est une question d'interprétation. Donc, on attend un petit peu... je veux dire, d'autres analyses, d'autres CDG et puis d'autres analyses peut-être au niveau national. Donc, on reviendra vers vous le plus vite possible, dans les meilleurs délais, pour vous indiquer la marche à suivre, dans tous les cas. Ok, très bien. Donc, il nous reste assez peu de temps. On va tout de suite passer au dernier sujet, donc l'accord cadre. Alors, l'accord cadre, ben, j'en ai parlé, en fait. Hein, voilà, pardon, excuse-moi. En fait, c'était englobé. C'était ensemble. C'est moi, on fait peut-être comme si je n'ai rien dit. Si c'est tout bon, on est à l'heure, alors. Alors, je peux juste un petit, si on peut, encore un peu de temps. Une question qui avait été posée en amont par une collectivité sur les accords concernant le télétravail. Donc, il y avait aussi, comment dire, est-il obligatoire, par exemple, de mettre en place le télétravail pour l'ensemble de la structure, ou est-il possible, en fonction des services, d'avoir des services sans télétravail et d'autres avec télétravail? Alors, bien sûr, la mise en place du télétravail, ça suppose l'existence de missions dont l'exécution est possible en télétravail. Donc, il y a des postes qui sont télétravaillables, et d'autres pas. Voilà. Donc, une même structure ou un même service peut très bien être composé de plusieurs agents, dont certains ne pourront ou ne voudront pas télétravailler. Voilà. Donc, on peut tout à fait trouver de façon mixte, voilà, des postes qui sont télétravaillables et d'autres pas. Donc, c'est tout à fait possible. Encore une fois, rien n'est obligatoire. Hein. La délibération, elle va fixer les emplois susceptibles de mettre en place le télétravail, bien sûr, sous réserve aussi qu'il y ait une volonté des agents de vouloir effectuer du télétravail. Alors, on avait une autre question aussi. Oui, il y a une question. Est-ce que c'est à la collectivité de fournir le matériel informatique pour les agents qui télétravaillent? Oui. Oui, c'est ce qui est prévu, ça a été redit dans l'accord cadre. Donc, voilà, il appartient à l'employeur public de fournir aux agents en télétravail placés sous son autorité l'accès aux outils numériques nécessaires pour pouvoir exercer leur activité et communiquer avec leurs supérieurs hiérarchiques. Donc, on sait que sur le terrain, ce n'est pas tout à fait la réalité, c'est-à-dire que souvent le matériel est mis à disposition partiellement. Donc, peut-être que l'ordinateur portable est fourni, mais pas forcément le téléphone ou le moyen de communiquer. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple. Hein. On a de nouvelles questions de Madame Perardo-Valentin. Donc, ces accords locaux, une fois signés, devront être intégrés dans les LDG. Alors, on pourrait l'évoquer dans les lignes directrices de gestion, puisque ça peut être un moyen attractif. Enfin, voilà, ça peut être une attractivité de la collectivité. Si jamais elle met en place cette indemnité, ça pourrait être... Enfin, ça ne doit pas être le sujet des LDG, mais ça peut figurer. Je reste un peu réservée sur ce point-là. Voilà, pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour... Non, juste mentionner qu'il y a des accords en matière de télétravail, sans en dire plus. Hein. Voilà. Et puis, il y avait une autre question de Madame Géant Isabelle. Donc, l'autorité territoriale peut-elle refuser la mise en place du télétravail si les agents le demandent? On ne peut pas forcer une collectivité à mettre en place le télétravail, même si c'est vrai que c'est dans l'air du temps et qu'on y a été fortement poussé pendant toute cette crise sanitaire, mais encore une fois, la collectivité n'est obligée de rien. Donc, non, on ne peut pas forcer une collectivité à prendre une délibération pour mettre en place le télétravail, ça c'est sûr. Ok, très bien. Pour l'instant, est-ce qu'il y a encore quelque chose ou vous pensez qu'on peut clôturer la réunion? Voilà.
pour terminer, un grand merci, à la prochaine, et puis bonne semaine encore, et bonne rentrée. Merci, au revoir. Merci.